Salut les pingouins! Aujourd'hui je suis dans la maison de mon frère, il est en train de faire l'isolation en laine de verre de toute sa maison en kit. Donc dans cette vidéo on va parler des caractéristiques de la laine de verre. Je vais vous montrer les choix de mise en œuvre que mon frère a fait. Je vais aussi vous montrer les petits outils qu'il s'est bricolé pour se simplifier la vie et faciliter la pose de la laine de verre. Des petites astuces pour vraiment avoir une isolation qui est performante dans le temps, qui tienne vraiment sur la durée. On va voir comment la laine de verre est fabriquée et quel impact écologique ça a. Alors il y a plusieurs catégories, plusieurs types de laine de verre. On va voir un petit peu les caractéristiques principales. Donc souvent on va trouver une petite fiche comme ça sur les rouleaux de laine de verre pour avoir justement toutes ces informations là. La caractéristique principale d'un isolant, c'est ce qu'on va appeler le lambda. En fait c'est la conductivité thermique d'un matériau. Donc en gros c'est-à-dire avec quelle facilité ou pas la chaleur va pouvoir traverser un matériau donné. Donc ça c'est un chiffre qui est assez petit. Par exemple pour ce rouleau de laine de verre là on est à 0,0040 et plus ce chiffre est petit, plus l'isolant va être efficace pour empêcher la chaleur de traverser le matériau. Alors pour la laine de verre, ça peut varier un petit peu, ça peut varier en fonction du fabricant et en fonction de la méthode de fabrication et de ce qu'on attend. Par exemple, si c'est un isolant qui va aussi avoir un rôle d'isolation phonique, et bien peut-être que la performance purement thermique va être un petit peu plus basse pour pouvoir gagner en performance acoustique. Mais généralement pour la laine de verre, le lambda il va être situé entre 0,032 pour la plus performante et ça peut aller jusqu'à 0,040 pour la moins performante au niveau thermique. Et parfois dans les magasins ou sur les sites de vente, on va trouver juste les deux derniers chiffres qui sont mis en avant et par exemple on va dire que l'isolant c'est de la GR32 et en fait ce 32 ça correspond au 0,032 du lambda. Alors un autre chiffre qu'on va trouver à côté et qu'on va aussi souvent trouver quand on va commencer de parler d'isolation, c'est le R qui correspond à la résistance thermique. Et lui, la différence avec le lambda, c'est que le R, il prend en compte l'épaisseur de l'isolant, alors que le lambda, c'est vraiment juste la caractéristique du matériau, sans prendre en compte quelle épaisseur il a. Et donc, en fait, on peut très facilement obtenir le R à partir du lambda. Il faut juste connaître l'épaisseur du matériau, l'épaisseur de l'isolant, et ensuite, on suit la petite formule, et ça nous permet de retrouver le R. Donc là, par exemple, si j'ai un morceau de laine de verre de 32, donc 0,032 en lambda, qui fait 100 mm d'épais, je vais avoir un R qui est de 3,15. Je décide de mettre une deuxième couche d'isolant et de revenir mettre 100 mm du même isolant. Le coefficient lambda du matériau, c'est le même matériau, donc il sera le même, 0,032. Par contre, le R, il va être doublé parce que j'aurai 3,15 plus 3,15. Donc si je mets ça sur un mur, j'aurai un mur qui a une résistance thermique R de 6,30. Et donc ce R, il est assez intéressant parce qu'il permet d'avoir une idée de l'isolation qui reflète l'épaisseur de l'isolant et la capacité, les performances de l'isolant. Et donc ce qui fait qu'on va pouvoir comparer par exemple deux isolants entre eux. Alors souvent je vois sur des forums, des pages Facebook ou même des questions qu'on me pose à moi, qu'est-ce qu'il faut mettre comme R, comme résistance thermique pour être dans la norme RT 2012 ou pour être dans la norme RT 2020 ou pour être passif. Et en fait un truc qu'il faut savoir par rapport aux normes, c'est que les normes elles imposent pas directement une épaisseur d'isolant, une certaine résistance thermique. En fait, généralement, ces normes-là, ce qu'elles vont regarder, c'est la consommation du bâtiment au mètre carré. Et donc, évidemment, plus on a un isolant performant, plus on a une résistance thermique qui est importante en mettant beaucoup d'épaisseur d'isolant, eh bien, moins on va consommer et donc plus on va être proche de ce que demande la norme. Mais c'est pas juste une norme qui est sur l'isolation, donc ça peut dépendre du type de chauffage qu'on va mettre, du type de chauffe-eau qu'on met, ça peut dépendre de l'éclairage de la maison aussi qui est pris en compte dans pas mal de normes. Donc voilà, on ne peut pas répondre de façon précise en disant la RT 2012, il faut un R d'au moins tant, la RT 2020, c'est un R d'au moins tant pour le toit, pour le plafond, etc. Voilà. Mais par contre, il y a quand même des ordres de grandeur parce que on a beau faire le maximum sur tout le reste, si on met quasiment pas d'isolant, on ne pourra pas atteindre les performances que demandent les normes. Mais pour vous donner un peu une idée, un ordre de grandeur de ce qui revient souvent pour atteindre les performances demandées par la norme RT 2012, il faut être entre 8 et 10 pour ce qui concerne la toiture, l'isolation de la toiture, et puis être au-dessus de 5 pour ce qui est du sol et des murs. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des R différents entre le sol, le mur et le plafond? C'est parce que la chaleur elle a tendance à monter et donc l'endroit dans la maison où il y aura plus de différence thermique entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien c'est au niveau du plafond et donc c'est là où on devra mettre le plus d'isolant pour avoir le moins de pertes possible. Alors les normes c'est assez intéressant, il y a des trucs que moi je trouve assez pertinents dedans et il y a des choses qui à l'inverse sont vraiment pas pertinentes du tout, voire contre-productives d'un point de vue écologique, d'un point de vue économie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut peut-être valoir le coup que je me penche vraiment là-dessus puis que je vous fasse une vidéo un petit peu vulgarisation pour reprendre tous ces aspects-là. Alors le R et le coefficient lambda, c'est l'information qu'on va retrouver la plupart du temps et malheureusement c'est aussi souvent la seule information pertinente qu'on va retrouver. Là-dessus j'ai aussi la largeur, la longueur, bon il y a l'épaisseur évidemment c'est important, mais
c'est pas propre aux caractéristiques du matériau. Ça aurait été intéressant, ça on peut le trouver assez facilement, mais sur les docks constructeurs, mais par exemple en magasin on peut pas avoir directement l'info. C'est par exemple justement quelle est la masse volumique du matériau et donc quelle inertie thermique il va avoir. Alors une autre info qu'on va voir aussi sur les paquets, c'est à quel endroit est-ce qu'on peut utiliser ce type d'isolant. Donc là par exemple on voit qu'il est plutôt recommandé pour les combles perdus et les plafonds. Il y en a d'autres versions où ça va être un petit picto qui nous indique que c'est plutôt pour les murs, un autre c'est plutôt pour les cloisons intérieures ou alors pour être directement sous la toiture. Alors pourquoi est-ce qu'il y a la laine de verre qui est plutôt prévue pour les planchers intermédiaires? Pourquoi il y en a qui sont pour les cloisons intérieures? Pourquoi il y en a d'autres qui sont pour les murs ou les combles? Ça dépend de plusieurs choses, notamment de la rigidité. Donc on a certaines laines de verre qui sont ni rigides ni semi-rigides. Donc ce qui fait que on va pas pouvoir la mettre debout comme ça, elle va pas tenir, elle va tout de suite s'affaisser dans la cloison. Donc ça irait pas si on la met debout. Donc ça c'est de la laine de verre qui irait pour mettre par exemple dans des combles perdus, parce que voilà ça serait complètement posé sur un support et il n'y aurait pas besoin que ce soit rigide ou semi-rigide. Et donc après il y a aussi des laines de verre qui vont avoir des performances acoustiques qui vont être plus ou moins élevées et souvent on va chercher à avoir des performances acoustiques élevées pour faire de l'isolation dans les cloisons en fait à l'intérieur pour par exemple isoler le bruit de la chambre, de la cuisine ou d'une autre pièce. Un autre petit truc qui peut changer d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre de la laine de verre, c'est ce qu'ils appellent la pose confortable. Alors des fois il y a un voile ou des fois ils considèrent que c'est le papier craft aussi. Qui permettent d'empêcher qu'il y ait trop de fibres qui veulent dans l'air et donc c'est un peu plus agréable à poser. Après est-ce que ça fait une grosse différence ou pas? Je sais pas, j'ai pas assez posé de laine de verre dans ma vie pour savoir. Mais en tout cas je sais qu'il y avait cette même argument sur la laine de bois que j'ai installée dans ma maison. Il y avait un film qui était censé éviter qu'il y ait plein de poussière partout et il y avait quand même de la poussière partout, donc voilà je suis un peu sceptique. Après si c'est le même prix pourquoi pas, si c'est plus cher pour avoir cette pose de confort, je suis pas sûr que ça vaille le coup. De toute façon dans tous les cas il faut bien s'habiller, mettre un masque, mettre une tenue et tout ça. Alors souvent on va retrouver la laine de verre conditionnée comme ça, c'est-à-dire en rouleau compressé. Et ensuite, quand on va ouvrir, enlever le film plastique, elle va s'ouvrir. Et voilà, ça va donner des panneaux semi-rigides. Et le gros avantage, en fait, c'est que ça prend très peu de place. Et notamment, on peut le mettre dans une Twingo, on peut mettre 3-4 rouleaux comme ça sans souci. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique pour le particulier. Alors que, par exemple, les panneaux de laine de bois, eh ben, moi, je peux pas en faire tenir un seul dans ma Twingo parce que on peut pas rouler, compresser comme ça la laine de bois. Après, elle reprend pas sa forme, donc ça marche pas. Mais il existe quand même certains panneaux rigides de laine de verre, donc là, qui vont être vendus, donc déjà tout déroulés, qui seront pas roulés, qui vont avoir d'autres performances, d'autres avantages, mais du coup qui vont prendre de la place à transporter. Et un autre truc que moi personnellement je trouve assez pratique avec le fait que ce soit en rouleau, c'est au niveau de la découpe et je vais vous montrer pourquoi en bas. Alors ici on a créé un outillage pour se faciliter la découpe des rouleaux de laine de verre. Donc sur le principe on a une scie qu'on vient insérer là. Donc c'est bien, ça permet en fait que ce soit guidé pour la découpe. Donc ça nous permet d'avoir une coupe qui est droite. On prend la mesure que l'on veut depuis la lame. Par exemple, on va faire ici 60 cm. Et après, pour que ça bouge plus, et puis on vient poser le rouleau ici et on découpe. Et voilà, là on a le rouleau qui est coupé de manière très propre, il est coupé à la cote, donc maintenant j'ai plus qu'à aller l'installer. Donc dans la maison de mon frère, pour le toit, c'est des fermettes qui sont espacées d'à peu près 60 cm. Et donc la première chose qu'il a fait, c'est de mettre de l'isolant entre les fermettes. Après ces 200 mm entre les fermettes, il a aussi rajouté une couche de 100 mm d'isolant. Et ce qu'il a fait, et c'est ce qui est conseillé quand on va comme ça mettre plusieurs couches d'isolant, c'est de croiser les couches. Donc entre les fermettes, c'est dans ce sens-là. Et au-dessus des fermettes, c'est dans ce sens-là. Et le fait de croiser les couches, en fait, ça va permettre d'éviter que tous les raccords des différents morceaux d'isolant, ils se trouvent au même endroit. Et donc, ça évite un petit peu les déperditions à ces endroits-là. Ce qui fait l'isolation, en fait, c'est l'air qui est emprisonné dans l'isolant. Et donc, il ne faut surtout pas chercher à compresser l'isolant. Si l'isolant, il est trop comprimé, eh bien, on va perdre en performance thermique. Mais si jamais, par exemple, on le coupe un petit peu trop court, eh bien, on va avoir un petit peu de jeu et il y aura du jour
de chaque côté des fermettes et donc bah, là ça sera moins isolé. Donc il faut que ça rentre un petit peu en force mais pas trop. Et là sur sa maison c'était extrêmement compliqué parce que les fermettes elles ont été assez mal posées, c'est pas lui qui les a posées donc il n'a pas pu le faire correctement. Et en fait l'espacement des fermettes était pas régulier, il y avait du 57, du 61, du 60. Donc déjà ça c'est pas pratique parce que bah, tu peux pas couper à la suite tes morceaux d'isolant et puis juste les enfiler, tu es obligé de mesurer à chaque fois. Et le pire c'est qu'elles n'étaient pas non plus très droites, donc en bas par exemple tu pourrais y avoir 58 et en haut 62. Donc ce qui fait que là du coup ils ont été obligés de couper l'isolant en biais pour que ça épouse vraiment bah, tout le temps bien les fermettes et qu'il n'y ait pas de trou d'isolation, que ça soit pas trop compressé à certains endroits. En fait on a beau prendre le meilleur isolant, bah, s'il est posé n'importe comment, si on a du jour à plein d'endroits, si les raccords sont mal faits et tout ça, et bien au final la maison n'aura pas des performances énormes. Donc c'est vraiment pas qu'une question de choix de l'isolant mais aussi beaucoup de mise en œuvre. Bon, je le dis souvent dans mes vidéos mais c'est important de prendre du temps à chaque étape de faire les trucs correctement. Là c'est les artisans qui ont installé les fermettes, ils avaient pris le temps de bien les aligner correctement et d'avoir le même espacement en haut et en bas. Et ben, ça aurait gagné des heures et des heures, voire des jours sur la pose de l'isolant. Alors tout à l'heure je vous parlais de l'importance d'avoir un frein vapeur pour protéger l'isolant et qui dure dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc qui est un petit peu ambigu là aussi sur le site des fabricants, c'est qu'on va avoir souvent un papier craft par-dessus. On peut trouver l'information comme quoi il sert de pare-vapeur et qu'il nous suffit de rajouter du scotch en fait entre les différentes liaisons de l'isolant. Mais en fait ça marche pas du tout et c'est confirmé par le fabricant. Si on veut mettre un frein vapeur, eh bien il faut pas compter sur ce papier craft là, même avec du scotch, les performances seront pas au rendez-vous. Alors si vous avez un projet aussi d'isolation, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. C'est que déjà plus on va mettre d'isolant, bah, plus forcément on va perdre en volume dans la pièce, en surface au sol, les plafonds vont être aussi plus bas éventuellement, donc ça peut poser un problème. Et surtout si c'était pas prévu dès la conception de la maison, ça peut poser des problèmes comme là-bas au niveau de la fenêtre. On voit qu'en haut dans le coin en fait, bah, quand il y aura le placo définitif, eh bien ça vient un peu cacher le coffret du volet roulant, donc bah, déjà la poignée là ça marchera plus. Du coup ils vont modifier, ils vont mettre des volets roulants électriques, mais voilà, ce sera juste pas ultra esthétique mais pas moche non plus. Vaut mieux privilégier l'isolation pour les performances, pour les économies d'énergie, pour l'écologie et tout ça, plutôt que la question esthétique. Et de toute façon c'était tellement mal fait ici que je crois que même si ça n'avait pas rajouté les 100 mm d'isolant, ça posait des problèmes pour la pose du placo. Donc grosse erreur, mais ça j'en reparlerai dans une vidéo dédiée sur les maisons en kit parce que voilà, ça fait 6 mois je crois qu'ils travaillent dans la maison et donc ils se sont rendus compte de plein de problèmes et maintenant ils ont un avis assez intéressant avec le recul sur les maisons en kit, donc on en reparlera en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment important de prendre en compte l'épaisseur de l'isolant si vous êtes en construction bah, dès les plans, et si vous êtes en rénovation bah, de réfléchir à qu'est-ce que ça implique. Est-ce qu'il y a de mettre 100 mm de plus, est-ce qu'il va falloir décaler des fenêtres, est-ce qu'il y a des endroits où on ne pourra plus passer parce que le plafond va être trop bas. Faut y penser quand même. Alors un choix qu'ils ont fait sur la mise en œuvre qui est assez intéressant, c'est au niveau de la liaison entre les sous-pentes et les murs. Ce qui était recommandé dans la notice du fabricant de la maison, c'est bah, d'avoir le morceau qui descend du plafond qui vient en fait par-dessus le morceau du mur. Donc en fait il dit de hop, là on a le mur, là on a le toit et là la liaison vous faites recouvrir sur 20-30 cm et puis voilà, ça ira bien. Alors comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le fait de faire ça, ça veut dire qu'on va compresser l'isolant à un endroit parce que bah, dans le mur il n'y aura qu'une place définie. Donc là au lieu d'avoir 160, on va avoir 160 plus 160. Donc ça va être compressé. Alors l'avantage c'est que c'est assez simple et rapide à mettre en œuvre, mais clairement pour moi c'est pas l'idéal au niveau performance thermique, et on fait l'isolation qu'une fois donc autant la faire bien correctement. Et donc le choix qu'ils ont fait c'est de venir couper à peu près à 45 degrés, ce qui correspond à la pente du toit, et donc venir là comme ça pour qu'il n'y ait pas de trou, donc que ce soit quand même bien appuyé l'un sur l'autre, mais que ce soit pas non plus complètement compressé. Alors évidemment ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut couper vraiment très proprement l'isolant avec le bon angle. Donc pour ça ils ont fait une petite machine avec un gabarit, comme ça c'est assez rapide à faire, ça demande un petit peu de temps de faire le gabarit, mais au moins il était sûr que toutes les coupes partout étaient vraiment nickel et que ça venait bien épouser le raccord au mur. Bon alors moi je suis pas un grand fan de la laine de verre. Il faut savoir que mon frère il a isolé sa maison en laine de verre parce que c'est une maison en kit, et donc quand il l'a acheté en fait tous les matériaux étaient déjà choisis et achetés, et donc ça aurait été vraiment idiot de jeter toute la laine de verre qui était déjà payée pour acheter un autre isolant. Alors la laine de verre c'est un isolant qui est assez critiqué pour des raisons qui sont en partie justifiées dont on va parler, mais c'est aussi l'isolant qui est le plus utilisé dans la construction en France. Alors il y a principalement deux choses qui sont reprochées à la laine de verre. Déjà c'est son impact écologique. En fait ce qu'il faut savoir c'est que ça demande beaucoup d'énergie à fabriquer. Pour faire la laine de verre en fait on va prendre du sable et éventuellement du verre recyclé, et en fait on va fondre tout ça pour avoir du verre
en fusion, donc il faut monter à des températures au-delà de 1000 degrés. Et ensuite on va passer ce verre en fusion dans une sorte de passoire qui a plein de petits trous. On va faire tourner ça très vite. Et en fait il va se passer un peu le même phénomène qui se passe quand on fait de la barbe à papa. Ça va créer des fils très fins qui sont plus fins que des cheveux. Et ensuite ces fils ils vont être plus ou moins agglomérés pour faire cette espèce de laine. Et ensuite on va faire plusieurs couches avec ces fibres là, les lier ensemble pour faire ce genre de panneaux qui vont ensuite être coupés proprement pour pouvoir être vendus. Et donc quand on regarde de la laine de verre, on voit assez bien ce système de couches. Et puis si on regarde aussi, on peut voir les fibres toutes fines qui sont des fibres de verre. Donc le premier problème écologique, c'est cette consommation énorme d'énergie qu'il faut pour emmener le verre en fusion. Le deuxième problème, c'est qu'on utilise des ressources qui ne sont pas renouvelables. On utilise du sable. Alors le sable, c'est renouvelable, mais sur des échelles de temps qui sont très longues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mets des liens en description, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sable, c'est une ressource qui est de plus en plus en danger. Et ensuite, un des derniers gros problèmes écologiques de la laine de verre, c'est son recyclage, parce qu'en fait, dans 99% des cas, quand ça arrive en fin de vie, la laine de verre, elle va juste être enfouie dans la terre comme un déchet ultime. Alors on peut trouver des infos un peu contradictoires sur internet, notamment sur les sites des fabricants, des fournisseurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement la laine de verre est recyclable, ça peut se faire, mais en fait d'un point de vue économique c'est pas intéressant de le faire, donc c'est quasiment jamais fait. Et ça c'est un autre truc intéressant, mais c'est pas parce qu'un produit est théoriquement recyclable qu'il est recyclé. Donc s'il n'est pas recyclé, c'est en fait comme s'il n'était pas recyclable, donc ça pose des problèmes. En dehors de l'écologie, il y a aussi des critiques qui sont sur les performances de la laine de verre. La laine de verre, si on regarde vraiment que la partie performance d'isolation, c'est un très bon produit, c'est dans les matériaux les plus isolants par rapport à l'épaisseur de matériaux, donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Mais un des problèmes, c'est que ça durait dans le temps parce que on constate que souvent quand on démonte des anciennes maisons qui ont 20-30 ans, on s'aperçoit notamment que la laine de verre, elle s'est tassée dans le temps, et donc dans un caisson, dans un mur où tout était bien rempli, tout était bien isolé, et donc forcément si on a des tassements des endroits, l'isolation elle est plus aussi performante qu'au départ. Alors il faut savoir que le tassement de la laine de verre, ça vient principalement d'un problème, c'est que les fibres de verre, elles sont assez fragile. Ce qui se passe, c'est que l'isolant, il peut prendre de l'humidité, notamment parce que quand on respire dans la maison, quand on fait de la cuisine ou des choses comme ça, il y a une grande quantité de vapeur d'eau qui se retrouve dans la maison et qui n'est pas forcément très bien évacuée vers l'extérieur par une VMC ou par l'aération. Et donc, cette vapeur d'eau, elle va migrer dans les murs, elle va donc infiltrer en quelque sorte la laine de verre. Il peut y avoir de la condensation qui se forme sur les fibres de verre, et quand la température va descendre en dessous de zéro, cette eau va geler, et on sait ce qui se passe quand de l'eau gèle, elle augmente de volume, et ça va faire casser les fibres de verre. Et donc petit à petit, les fibres de verre, elles vont se casser, et donc ça va former un bloc qui va être moins rigide, et du coup qui va s'affaisser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on connaît quand même bien tous ces mécanismes liés à la vapeur d'eau, et il y a notamment pas mal de produits comme les freins vapeur qui permettent de limiter au maximum cette migration de la vapeur d'eau dans l'isolant, et donc de protéger l'isolant et de le faire durer plus longtemps avec un niveau de performance qui est proche de celui du départ du jour de l'installation. Et donc pour tout ce qui concerne la protection à la vapeur d'eau, mon frère il va installer une membrane frein vapeur, et donc je vous ferai un épisode dédié là-dessus sur la pose du frein vapeur, sur le choix du frein vapeur, comment est-ce qu'on fait pour justement vérifier qu'il n'y ait pas d'eau qui migre dans l'isolant et tout ça. Il y aura donc une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Une autre chose qui est reprochée à la laine de verre, c'est que c'est un matériau qui est vraiment très léger, et donc il va avoir une inertie assez faible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'inertie de déphasage, je suis en train de vous préparer une vidéo vraiment juste à ce sujet-là, mais en gros ce qu'il faut savoir, c'est que plus un matériau isolant a d'inertie, plus la température dans la maison va être lissée. Donc quand il fait très chaud dehors, la température va monter moins vite, et quand il fait froid la nuit, en hiver par exemple, eh bien la température va descendre plus doucement. Donc ça permet d'apporter du confort, et le fait d'avoir cette sensation de confort à l'intérieur de la maison, ça va permettre de mettre le chauffage un petit peu moins fort et donc de faire des économies d'énergie. Alors pour vous donner une idée, la laine de verre c'est à peu près 15 kg par mètre cube, alors que la laine de bois, qui est un matériau qui a beaucoup plus d'inertie, c'est à peu près 45-50 kg par mètre cube. Alors là c'est pareil, on peut plus ou moins compenser ce point négatif là en ayant des choses qui apportent de l'inertie dans la maison autre que l'isolant. Et puis on voit aussi à travers des études et des tests que la laine de verre c'est pas forcément l'isolant idéal pour se protéger de la chaleur en été. Il y a des isolants qui sont plus performants à ce niveau là. Et vu l'évolution du climat et ce qu'on nous annonce pour les années à venir, ça peut être quand même intéressant de prendre en compte l'aspect protection à la chaleur et pas juste l'aspect isolation du froid pour l'hiver. Il y a aussi la question cancérigène. Pendant longtemps, il y a eu des études et on disait que c'était un matériau qui était cancérigène. A priori, il y a des nouvelles études qui montrent que c'est pas cancérigène, mais moi je suis extrêmement sceptique sur tous ces trucs-là parce qu'il y a des études contradictoires, parce que ça change et parce que c'est comme la cigarette. À une époque, la cigarette, tout le monde disait qu'il n'y avait aucun souci. On la recommandait même aux femmes enceintes, voire aux enfants. Donc voilà.
je suis toujours méfiant, ça reste des matériaux transformés qui peuvent poser des soucis. Donc notamment pendant l'installation de la laine de verre, moi je vous recommande d'être bien équipé, minimum d'avoir un masque, d'avoir des lunettes, d'avoir des gants. Et le mieux là, c'est ce que fait mon frère et mon père quand ils posent la laine de verre, c'est qu'ils mettent aussi une combinaison style de peintre. Donc comme ça voilà, c'est évite d'avoir des fibres partout et de trop les respirer parce que c'est de toute façon pas bon de respirer des poussières, des choses comme ça vient se mettre dans les poumons et ça pose plein de problèmes. Et après, mais là c'est vraiment que mon avis personnel et n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, c'est qu'une fois que c'est installé, qu'on a passé cette phase de mise en œuvre, ça se retrouve derrière du frein vapeur, ça se retrouve derrière des cloisons. Donc en fait, on n'est pas vraiment amené à respirer la laine de verre directement. Mais toute la phase chantier, par contre, c'est vrai qu'on en respire quand même pas mal. Alors avec tous ces points un petit peu négatifs là que je vous ai développés, on pourrait se demander pourquoi c'est l'isolant le plus utilisé en France. Et la réponse est assez simple, c'est que c'est le moins cher en fait. Là j'ai regardé en ce moment, c'est autour de 3,50 € le mètre carré, alors que pour la même épaisseur d'isolant, ça va être 2 fois plus cher pour la laine de bois. Donc c'est vraiment pas un choix évident de se dire, est-ce que je suis prêt à mettre 2 fois plus d'argent pour avoir effectivement un isolant qui est de meilleure qualité, qui va peut-être durer plus longtemps, qui va poser moins de problèmes aussi au niveau écologique. Mais voilà, je comprends tout à fait que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 2 fois plus d'argent dans le choix d'un isolant pour sa maison. Alors moi un truc qui me dérange un petit peu, c'est que souvent la laine de verre ça va être vendu comme un truc écologique, tout simplement parce qu'en fait ça permet d'isoler une maison et donc ça permet de faire des économies d'énergie, mais en soi c'est pas un matériau écologique et si on compare les isolants, eh bien ça reste quand même un des isolants les moins écologiques, notamment à cause de toute l'énergie que ça nécessite pour la fabrication. Donc moi mon avis sur la question c'est que si jamais on n'a pas le budget pour choisir un autre isolant que la laine de verre, eh bien il n'y a pas de souci, mais par contre il faut faire très attention aux 2 gros problèmes que j'évoquais plus tôt avec la laine de verre, à savoir le problème avec la vapeur d'eau et aussi le problème de déphasage et de manque d'inertie. Donc voilà, en bas c'est aussi tout isolé, il y a plein de raccords, c'est pareil, il y a plein de coupes d'angles et tout ça. Ils ont vraiment pris beaucoup de temps pour le faire, mais pour que ce soit bien fait et que tous les raccords soient nickel, et je pense que ça va se ressentir dans les années, et donc il y aura plus tard l'isolant de la dalle à faire, mais là ça sera pas en laine de verre, ça sera une autre technique, une autre méthode, et il y aura évidemment une vidéo là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant je vous dis à bientôt les pingouins. Voilà!